Henri Sauvy-Yangodé, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour Moïse. C'est vrai que c'est le jeudi, donc on vous retrouve. Il a vendu la mèche, donc on salue également l'équipe Tekidi qui salue, pourquoi pas, chers amis internautes et les auditeurs qui nous suivent. Et souhaiter un très bon mois de Ramadan à tous nos musulmans, aux amis musulmans. Également souhaiter un très bon carême aux amis chrétiens. Ah, les deux coïncident cette année. Henri Sauvy-Yangodé, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Radio Tado FM. C'est pas un lien avec le carême? Non. Je voudrais parler d'autre chose. Et que récemment, le promoteur nous a quittés. Comment ça se prépare les funérailles? Ah oui, vous nous donnez l'opportunité d'en parler ce matin. Bon, décédé le 4 décembre passé, le programme des obsèques donc, est annoncé et rendu public. Il sera inhumé le 28 février prochain, à Boïcon, dans sa maison à Huawei, à Saro. Mais bien avant ça, courant la semaine, il y aura les veillées de prière et des moments pour le rendre hommage. Des recueillements et tout. Oui. Mais l'essentiel, c'est le 28 où il sera animé, parce que là, le 28, les corps constitués, les fêtiers, parce qu'il a été membre de plusieurs associations, fêtières également, et d'autres institutions. Donc on lui rendra hommage le jour-là, le 28 là, à Boïcon. Mais ici à Calavi, à Cotonou, à partir de mardi 25, je crois. Mardi 25. C'est mardi prochain, ça? Mardi prochain. Oui, mardi prochain, dans une semaine. Et bien il y a la première veille devant le siège de Radio Tado FM. D'accord. Non, le mercredi, pardon. Le mercredi, une veillée au siège de Tado FM, à Calavi. À Calavi. Et le jeudi, il y aura un concert dédié en son nom. Ah oui? Vous savez, toujours devant le siège? Oui, devant il y a suffisamment de la place comme ça? Ah oui, ça peut contenir jusqu'à 500 personnes. Tout le reste. Très bien. Parce qu'il adore un certain nombre d'artistes, donc on va convier ces artistes-là pour lui rendre hommage. Le vendredi, au Forum les Anges, on ira chercher sa dépouille mortelle. La dépouille fera escale à Tado FM. Toujours. Oui, avant de prendre des pas pour Boïcon. Et Boïcon, il y aura une autre veille là-bas. Et le samedi, il y aura une messe et puis une animation. Rappelez-nous de qui nous parlons. Jamel Leha, c'est lui le promoteur de Radio Tado FM. Très bien. Merci à vous. Et une fois encore, nous présentons toutes nos condoléances à tout le personnel de Tado FM et à toute la famille Leha et alliés, à tous ses enfants. Et il a plusieurs enfants, des enfants, dans la presse. Vous aussi, vous êtes l'un de ses enfants. Forcément, quand vous passez plus de 15 ans avec quelqu'un, vous devenez son enfant. Et de son vivant également, c'est pas parce qu'il est décidé qu'on le rend ce hommage-là. Il a toujours un côté professionnel sur lequel vous travaillez, un côté familial sur lequel vous travaillez également. Il est disposé à vous donner des conseils, surtout quand vous venez lui parler de certains problèmes, de certaines situations de votre vie. Il dit voici comment ça se passe, comment ça se fait. Il y a des occasions aussi, il arrive à un moment donné, vous indiquez, bon, par rapport à cette situation, voici comment j'ai géré ça. Et ça vous inspire, et ça permet également donc, de nous réorienter. Il a toujours dit, je ne vous considère pas comme des travailleurs, mais plutôt des enfants. Que la terre lui soit légère. Je me retourne vers vous, Moïse Novillon. Bonjour, Moïse Novillon. Bonjour, Maurice Yagoua. Bonjour au grand frère également, Henri Yangodé. Une nouvelle fois, je m'incline devant la mémoire de l'illustre disparu, qui est un promoteur également de médias. Et donc, c'est un parent d'emblée à nous tous qui sommes ici et surtout qui nous réclamons de la profession. Je salue en passant également les téléspectateurs et les auditeurs de Diaspora FM. Très bien. Alors, nous allons partir pour l'analyse après cet hommage au promoteur de Tado FM. Volet formation du projet Arche. Plus de 7000 artisans à perfectionner en 2020.
6. Oui, c'est un volet qui fait beaucoup, il faut le reconnaître. Henri Yabodé, Moïse Novillon, pour donc les artisans, toute personne donc qui a une profession qui les aide, a besoin de formation, a besoin de renforcement de capacité. Le gouvernement a donc pris en charge cette formation depuis plusieurs années. Comment vous l'appréciez, Moïse Novillon? Il faut dire que le sujet nous intéresse beaucoup parce que, évidemment, ce n'est pas seulement en cette matière que le gouvernement de la rupture est en train de s'illustrer positivement. Ce n'est pas uniquement sur ce terrain-là, mais il faut commencer par rappeler que l'ARC, c'est un sigle, c'est l'assurance pour le renforcement du capital humain. Et donc, c'est fondé surtout sur le registre social unique. L'objectif, en réalité, ce n'est pas que la formation. Il faut peut-être rappeler ça dans la globalité. Le projet qui est bien sûr initié ou bien qui est lancé dès 2021 a entamé sa phase de généralisation à partir de 2022 et avec un budget initial de 184 milliards d'après les informations que j'ai pu recouper. Et l'objectif, c'est surtout d'offrir une protection sociale. C'est ce qu'on met dans les filets sociaux, notamment en termes de santé, en termes de retraite, en termes de crédit, en termes de formation aux populations vulnérables également. Et donc, vous voyez, cela couvre en partie la santé gratuite, par exemple, la possibilité que les citoyens puissent accéder à une santé de façon gratuite. Et les services surtout qui sont immédiatement ciblés, ce sont les consultations, l'accès, je parlais tout à l'heure de consultations, je parlais également des affections. On a ciblé, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on a ciblé 22 affections, par exemple, pour être prises en charge gratuitement dans le cadre de la mise en œuvre d'un tel projet. On parle également de certaines analyses. Et donc, les formations au métier viennent compléter en réalité le lot de tout ce que le projet H est envisagé pour faire. Donc, il a toujours manqué quelque chose à ce pays et surtout à nos pays, c'est cette capacité-là, ou bien c'est cette politique-là, cette politique sociale, on a toujours décrié cela et d'autres leviers ont remplacé tout ce que les acteurs surtout ont appelé, on est en train de faire du social, depuis beaucoup d'années maintenant. En réalité, ce n'est pas rien, mais le social, ce n'est pas la capacité pour quelques-uns de disposer de ressources à mettre à la disposition des autres. C'est la capacité pour une république, en réalité, de pouvoir considérer tout le monde de la même façon, y compris les personnes en situation de vulnérabilité, ceux qu'on peut taxer parfois de pauvres et donc qui ont de difficultés, par exemple, quand ils ont de petites afflictions, en termes de santé, ne serait-ce que pour accéder tout au moins à une certaine consultation d'abord. Et là, tout à l'heure, on a parlé de 22 affections également ciblées pour être prises en charge gratuitement. La possibilité que l'on puisse commencer par vous sauver avant de vous en demander plus en réalité. Et donc, c'est un projet, bien sûr, qui va sur qui embrasse tout ce qu'on peut mettre dans le panier social, le filet de sécurité à l'endroit des populations. C'est le projet qui parle également d'assurance maladie. Voilà, d'assurance maladie, c'est pourquoi je mettais l'accent sur les affections, les situations de santé. Est-ce que cette assurance maladie est déjà une réalité ou bien... Oui, il y a assurance maladie, mais il y a également assurance retraite. Bien sûr, ça retraite. Oui, bien sûr. C'est des choses différentes. Assurance maladie, comme il a dit, pour les couches qui ont de faibles revenus, comme il a dit, et qui permettent donc, cette assurance qui permet donc à ces couches-là d'avoir accès directement aux soins de santé en présentant une carte. Donc, est-ce que c'est une réalité déjà? Oui, pas tout à fait, mais cela, l'implémentation a commencé, c'est ça, en fait, pardonnez s'il vous plaît, c'est ça pour que je mettais dans les détails. Vous voyez par exemple la formation, là en réalité ce n'est pas que l'assurance maladie, ce n'est pas que l'assurance sécurité, ce n'est pas que le crédit. La question de formation, ce que nous venons de voir à la une d'un journal tout à l'heure et que la réalisation nous a présenté, voilà, c'est également un volet du projet H. Donc le projet H
est déjà en phase d'implémentation. D'accord. Même si tous les volets ne sont pas encore activés, vraiment. Tous les volets n'ont pas encore la même envergure. C'est peut-être ce que nous allons dire. Voilà. Dans l'implémentation de tous les volets ne se rejoignent pas encore en termes d'étendue ou bien en termes d'expression dans la réalité des choses. Et parce que, je le disais tout à l'heure, c'est basé sur le programme en réalité est fondé sur le registre social unique. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle que le registre social unique soit déjà véritablement et suffisamment constitué pour que nous puissions accéder à tout ce qu'il y a comme avantage ou bien comme projet à pouvoir déployer. Ce projet est porté par le ministère des Affaires sociales alors? Pas le gouvernement en général. Pas le gouvernement en général. Parce que ça prend en compte plusieurs volets. Là, par exemple, on est en train de parler des artisans. Et les gens n'ont pas vu. Avant les artisans, le secteur qui avait déjà permis de former et d'outiller beaucoup de jeunes, c'est-à-dire en masse de cette façon-là, c'est le secteur touristique, par exemple, où on avait recruté plus de 2000. D'emblée, avant, il y a des séquences de 100, mais il y a eu quand même une cohorte qui est allée jusqu'à 2000 effectifs pour être formés en guidage touristique, voilà, et tout ce qui devrait aller avec. Et donc, vous comprenez que la vision est une vision véritablement globale. C'est pourquoi cela nous intéresse que l'on s'occupe des artisans. C'est que notre pays a commencé par drainer du monde, par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Parmi tant d'autres, notre pays a commencé par drainer du monde. Et pour pouvoir satisfaire les besoins des personnes qui nous rendent visite, les personnes qui viennent chez nous, pour les Vodou-Ndéi, c'est plus de 450 personnes l'année dernière et plus de 700 et quelques personnes pour le compte de cette année 2026 qui vient de finir tout à l'heure les 10 et 11 janvier passé. Et donc vous imaginez quand ce monde-là arrive et que le monde-là doit accéder à certains services, et surtout en matière de production artisanale, il faut que ce soit des œuvres, des ouvrages de qualité. Même la qualité des habits qu'il faut faire, la qualité des tresses qu'il faut mettre aux gens, la qualité des objets d'art, des œuvres d'art qu'il faut produire et qu'il faut mettre en circulation. Il faut que ce soit... Voilà. C'est les perruques. S'il vous plaît. Donc, il faut que ce soit des choses véritablement de qualité pour que l'on puisse offrir à ces personnes-là. Et ce qui intéresse, il faut bien comprendre, le partenaire, c'est l'Agence nationale de protection sociale, bien sûr, par rapport à cette initiative-là. L'objectif, c'est d'améliorer, bien sûr, la productivité. C'est de restructurer les activités et d'accroître les revenus des artisans. S'il y a eu des choses que nous avons négligées, qu'on a négligées pendant longtemps dans notre pays, c'est cette façon-là, en réalité. Vous voyez, améliorer la productivité. Je viens à vous. Il n'y a pas de souci. Restructurer les activités, accroître les revenus des artisans. Ça a été un chantier délaissé pendant longtemps. Et c'est pour cette raison que tout le monde a voulu que son enfant aille, par exemple, dans la fonction publique. C'est pour ça qu'on a formé beaucoup plus d'Akoé. Parce qu'en réalité, les artisans... Il fallait former d'Akoé pour développer le Bénin. Non, il fallait former les Akoé pour être l'auxiliaire d'abord du On cherchait les Akoé. On cherchait les Akoé. Il y a eu plusieurs dizaines d'années, aussitôt vous avez votre bac, on vous embauche. Oui, parce qu'il faut servir d'abord d'auxiliaire, après bien sûr il faut rentrer dans l'administration pour aider les cadres. Voilà, donc, mais on a délaissé quand même, pendant qu'on était en train de vouloir d'une partie de la population comme Akoé, il faut en même temps anticiper sur le reste, ce que le reste devrait devenir. Et donc, vous voyez, là maintenant que l'on parle de structuration de l'activité, de gestion financière des activités, de communication, on parle également de vente digitale dans le cadre de cette formation. La vente digitale, c'est-à-dire comment il faut vendre sur WhatsApp, comment il faut vendre sur TikTok, sur les plateformes, par exemple. On parle de l'organisation également du travail, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement pour la couturière de savoir coudre. Il faut que la couturière puisse avoir les outils pour pouvoir communiquer autour de son activité, les outils pour pouvoir vendre, les outils pour organiser sa finance également. Vous savez, il y a des gens qui ne sont que couturiers dans le monde et qui sont entre deux avions tout le temps. Même dans notre pays, il y a des exemples. Et ces gens vont où? Pour ne pas faire de la publicité pour certaines personnes et les autres personnes. Gens vont où? On va éviter de citer des noms. Mais il y a des gens qui sont couturiers et qui sont spécialistes, qui habillent des chefs d'État, qui habillent des hauts fonctionnaires. Parce qu'en réalité, ils ont su organiser leur activité. Ils ont su amener leur activité à une certaine dimension, à un certain niveau. Cela les nourrit bien et ils vivent bien de cela. Et donc, c'est des filières qui n'ont pas été suffisamment entretenues, organisées pendant longtemps. Et donc, un
un tel programme arrive maintenant. Et vous voyez, l'effectif, 7000 personnes. Vous voyez, c'est que nous sommes en train de préparer le Bénin de demain. On est en train de vouloir sortir surtout la jeunesse du chômage. On est en train de vouloir sortir la jeunesse de la léthargie et permettre à ce que les uns et les autres, à partir de ce qu'ils savent faire, quelle que soit la taille de l'activité, quel que soit le niveau où l'on se retrouve dans la communauté également, que l'on puisse rêver grand et au même titre rivaliser, au même titre que, bien sûr, ceux qui ont eu d'autres possibilités peut-être d'études plus avancées, entre autres. Et n'oubliez pas surtout que l'État, dans ce schéma et dans ce processus-là, a déjà commencé quelque chose dont on n'a pas également beaucoup parlé. C'est quoi? C'est le concours, le test en fin de formation pour les artisans. Vous savez qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus, même si vous êtes vulcanisateur, j'ai un ami que je salue au passage, d'ailleurs, qui est vulcanisateur et qui se fait appeler vulcanisateur certifié. Ah bon? Et quand on lui demande, il dit qu'il fait partie de la première promotion de vulcanisateur ayant passé un test public. On appelle ça examen, non? Voilà, examen. Voilà, ayant passé le cycle. Certificat de qualification et des métiers. Voilà, au métier. Voilà, donc il dit qu'il fait partie de la toute première promotion et donc lui n'est pas vulcanisateur sur le tas, que l'État reconnaît ses compétences et c'est sur cette base que l'État lui a délivré son certificat. Donc on a déjà commencé à implémenter la chose et si on ajoute encore cet effectif-là, vous voyez qu'on rentre dans... Parce que tout ce que l'on a reproché à nos artisans jusqu'ici également, c'est leur incapacité à s'organiser. Parce que la majorité des personnes qui prenaient d'assaut la filière, c'est des gens qui, je dis avec un peu de réserve quand même, ou bien avec un peu de mesure, c'est les personnes qui n'ont pas su en réalité aller très loin dans les études. Et c'est à cette catégorie de personnes qu'on a dévolu la filière pendant longtemps, sans encadrement. On les livre à elles-mêmes, c'est-à-dire les gens vont en apprentissage, ils passent 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sortent, ils s'installent et ils commencent pas à travailler. Ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir structurer et vivre pleinement et dignement de leur activité. Maintenant que ce genre d'initiatives sont en train d'arriver, je pense que cela mérite non seulement d'être vulgarisé, et c'est un appel à candidature qui est lancé là pour que les gens puissent postuler. Et donc, les parents et les jeunes et les enfants doivent être encouragés dans ce sens-là pour qu'on puisse, un temps soit peu, réussir à résorber le problème de sous-emploi, le problème de chômage chez les jeunes. Très bien. Moïse Novillon, vous avez quand même développé, vous avez été très très explicite, oui. Henri Ambaudet, vous vouliez quand même vous pencher sur certaines préoccupations en ce qui concerne le projet H. Avec vous m'avez posé la question de savoir si l'assurance est effective. Oui, effectivement. oui. Il dit, je crois avoir travaillé avec un certain nombre de bénéficiaires qui ont prouvé qu'effectivement, en ramenant la carte, par exemple, au centre universitaire d'Abomey-Calavi, au hôpital de zone, qu'ils sont pris en charge. C'est déjà ça. Centre hospitalier, vous voulez dire? Centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi. Au centre hôpital de zone, qu'ils sont pris en charge. C'est déjà ça. Moi, je mise plutôt sur le suivi qui est fait donc, de ce projet-là. Parce que, vous vous rappelez, il y a dans ce pays des projets qui ont été destinés aux citoyens pour les sortir donc, de la précarité, mais pour les assister également. Mais le suivi n'était pas effectif. Je prends par exemple cette belle initiative du président Dr Yaiboni qui parlait donc de gratuité donc, de la césarienne. Par exemple, c'est une très belle initiative pour assister. Donc, mais dans l'application, il y a des gens qui tapent les kits, mais dans l'application, on exigeait encore de kits aux patients. Ça sabotait donc cette initiative-là. Mais aujourd'hui, il y a un suivi qui est là. Dès que les citoyens viennent avec la carte, et si c'est un soin préventif ou bien c'est un soin créatif, dès qu'il vient avec la carte, il est pris en charge automatiquement parce qu'il y a un point focal H qui est là et qui donc doit faire le point. Et il y a des numéros pour permettre aux citoyens de se plaindre auprès donc, de l'autorité pour dire voici, je suis allé dans tel hôpital, ils ne m'ont pas pris en compte. Donc, il y a un suivi qui est là. Et c'est ça, c'est un point fort de ce projet-là. L'autre, sur le sujet, le point sur lequel le volet sur lequel nous parlons, qui est l'un des 4 piliers donc,
le projet H, la formation des artisans. C'est bien. En 2025, il y a eu 4 000. Cette année, ils sont passés à 7 000. C'est déjà une avancée. Ça prouve que déjà, les artisans sont considérés. Et Moïse a fait bien de prendre un point pour montrer un peu l'importance de cette formation-là, qu'aujourd'hui, on a travaillé sur le tourisme, on a travaillé sur un certain nombre de secteurs. Et les touristes viennent au Bénin et les œuvres d'art qu'ils doivent acheter ne doivent pas être des œuvres d'art d'amateurs, non, mais plutôt de professionnels. Et donc, il faut des formations pour permettre aux gens, bien sûr, de faire face aux réalités modernes. L'autre chose également, c'est ça que je voulais soulever qui est important pour moi, c'est de faire en sorte que, une fois formé, c'est une formation modulaire ou bien certifiante, dès que l'artisan finit, qu'il ait la possibilité, bien sûr, d'avoir accès aux outils. Quand vous formez, par exemple, un garagiste qui va travailler avec des outils modernes et qu'il n'a pas la capacité d'accéder à ces outils modernes-là, il aura des difficultés. Il va beau apprendre tout ce que vous l'avez dit, il va être formé, mais ne pourra pas exercer dans la pratique. Donc, déjà, travailler à ce que les gens aient assez. Et c'est pour ça que le projet, le volet crédit également, je pense que c'est bien pensé, qui prend en compte également cette préoccupation-là d'accorder le crédit aux gens. Et donc, pour moi, oui, les former, mais les permettre également en même temps de passer, donc d'avoir accès au crédit pour se payer les outils modernes. C'est une belle initiative donc, du gouvernement, portée par le ministère donc, des Affaires sociales, de la microfinance, qui travaille chaque jour. Mais il faut aller plus loin encore. Pourquoi pas penser à permettre à tout le monde de participer. Parce que les critères qui ont été... Vous dites tout le monde, c'est qui? Oui, tous les artisans. Il y a des gens qui ne participent pas. Les critères éliminent certaines personnes. C'est vrai que c'est pas... Peut-être pour la suite, c'est pour ça qu'ils ont Est-ce que ceux qui n'ont pas le CQM doivent alors, par exemple, repasser le CQM? Non, c'est pas ça. Le CQM, c'est autre chose, carrément. Le certificat de qualification au métier... Ça pourrait faire partie des critères, peut-être. Mais non, dans ce que j'ai lu là, il faut avoir un numéro IFU, il faut avoir... Il y a des gens qui n'ont pas... C'est compliqué d'avoir un numéro IFU? Non, c'est pas compliqué. C'est une question de seconde, ça. C'est pas compliqué. Maintenant, ce que je dis là, il y a des gens qui n'ont pas été formés, par exemple, qui n'ont pas fait une formation de façon pratique. Parce que, par exemple, vous êtes journaliste, votre jumeau, vos jumeaux donc, disent que je vais être... Donc, il y a que des gens sont limités parce qu'ils n'ont pas fait une formation de façon pratique dans un atelier, mais parce que... Mais ils savent exercer le il faut... ça, c'est un don. Oui, bien sûr. Dans l'artisanat, il y a des personnes qui arrivent avec des dons et qui sont capables, bien sûr, de faire des créations. Mais dans ces conditions, il ne faut pas essayer de formaliser le don que l'on a. Si c'est 1 an, par exemple, dans un centre de formation, pour donc sanctionner ce que l'on sait faire, ce dont n'a pas un diplôme, et bien sûr, est-ce que ce n'est pas un terrain? Oui, mais pour sanctionner par un diplôme, il faut passer par aujourd'hui le test de CQM. Oui. Forcément. Hier, c'est comment on vous. Mais je connais des gens qui continuent pas à remettre les diplômes. Oui, ils sont qui continuent d'utiliser le pamatoire là pour acheter. Oui, non. Il y a actuellement des dispositions qui sont en train d'être prévues pour sanctionner ces gens-là. Pour sanctionner, bien sûr, oui. C'est interdit, c'est déjà interdit. Mais si l'enfant n'est jamais allé à l'école, oui, mais l'enfant peut faire le CQM en fond dans sa langue. Non, en fait, il faut aller écrire forcément. C'est un test pratique. C'est un test pratique. D'accord. C'est un test pratique. Et donc, si tu sais faire, tu prouves. D'accord. Vous êtes couturier, on dit on va coudre un pantalon, donc vous venez avec votre machine, on vous donne l'opportunité de faire. Venez avec votre machine. Oui, il vient avec la machine pour coudre donc le pantalon, si c'est le pantalon qui était tiré, le sujet. Oui. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, dans le même sens, vous voyez, ça permet en réalité de professionnaliser ce que les uns et les autres ont l'habitude de faire dans leur atelier, carrément dans leur coin, et surtout de responsabiliser les acteurs. Parce que pendant longtemps, les gens n'ont pas, y compris nous-mêmes, on n'a pas intégré qu'il y avait des métiers dans lesquels on peut facilement réaliser. On peut facilement se réaliser. Qui ont le bac aujourd'hui, qui ont fait l'université, mais qui finalement
rentrent dans une filière. Oui, ils rentrent dans des filières pratiques. Voilà. Et il y a même des personnes qui sont déjà dans des... Je connais une amie qui est agronome qui aujourd'hui fait la haute couture. Bien sûr. Et à un grand centre de formation. Et c'est des filières dans lesquelles on ne chôme pas en réalité. Parce que c'est ça la réalité. Les jeunes, on ne chôme pas. Et au donc, moment où vous attendez le salaire, eux autres, ils sont... Oui, dans le quotidien... Qui attend le salaire? Non, c'est parlez-vous? Non, on parle de fonctionnaires. On ne parle pas de vous. Est-ce que j'ai dit que c'est de moi que vous parlez? La façon dont vous avez dirigé la question, c'est comme si vous êtes senti mauvais automatiquement dès que l'expression est sortie. Et donc je disais que cela permet de professionnaliser. Vous voyez tous les problèmes que les gens ont avec surtout une certaine catégorie de travailleurs. On ne va pas parler des couturiers. Quand tu demandes, quand tu vas remettre ton tissu à coudre, il faut faire le gendarme derrière. Tout ça, c'est parce qu'en réalité, les gens ne sont pas encadrés, les gens ne sont pas formés. C'est vrai, on leur a appris à faire. Mais on ne leur a pas appris à gérer une entreprise. Parce que si tu gères une entreprise... C'est pourquoi ils prennent tous les tissus, ils donnent des délais, des délais qu'ils ne peuvent pas respecter. Si tu gères une entreprise de cette façon, il y a de fortes probabilités que tu ne puisses pas vivre de ton entreprise toi-même, parce que les gens vont finir par se lasser de toi. La même chose pour les mécaniciens. Auto, par exemple, vous voyez toute la complication que les acheteurs de voitures ont pour trouver des spécialistes ou bien des gens sérieux, surtout des artisans vertueux pour pouvoir... Parce qu'en réalité, les gens, effectivement, on les forme, on leur donne les ressources pour pouvoir, bien évidemment, détecter une panne et réparer une panne. Mais on ne leur donne pas les ressources pour qu'ils soient des professionnels accomplis. Et c'est ce qui pose problème. Ailleurs, dans certains pays, vous allez chez un mécanicien, il va vous dire que lui, il est spécialiste de bougies. Pourtant, vous allez dans des garages où il y a des gens qui sont spécialistes de moteurs, il y a des gens qui sont spécialistes de batterie. Et si vous arrivez, ils vont vous dire, dans notre garage, le problème que nous on répare ici, c'est tel problème. Donc, le souci que vous avez ne peut pas trouver de solution ici. Pas comme chez nous où la seule et même personne connaît et sait faire tout. Et donc, parfois, on bousille. C'est bricolé. Voilà, il est bricolé et bousille les investissements des gens en un rien du temps et vous devenez... Voilà. Et donc, je pense que on est en train d'arriver quelque... Et ce qui est heureux avec l'équipe qui est en train de mettre en place ce projet, c'est sa capacité en réalité à suivre. C'est déjà prouvé que quand le régime qui est en place, le régime de la rupture, implémente un programme, il suit. Il suit jusqu'au bout et vous allez voir que dans chaque programme majeur d'envergure, de cette envergure-là, dans le processus d'implémentation, il y a forcément une possibilité de faire ce qu'on appelle les feedbacks. Il y a des numéros que vous pouvez joindre. Et les numéros sont directement logés à la présidence avec des structures qui s'en occupent. Ah oui. Et donc, voilà, donc les retours peuvent aller directement à la présidence où vous allez avoir gain de cause ou bien vous allez avoir des retouches, des ajustements là où il faut faire des ajustements. Et cela met la pression sur tous les acteurs d'implémentation sur le long de la chaîne, les cadres, les fonctionnaires et autres experts qui interviennent sur le long de la chaîne. C'est ce qui est très bien. Et donc, on fait le débat ce matin parce qu'on a envie surtout que les parents, c'est pour eux que le débat est fait. Ce n'est pas en réalité pour faire de la promotion ou bien de la communication pour le gouvernement, mais c'est surtout pour que les parents puissent comprendre qu'il y a certaines choses qui sont en train de se passer dans leur environnement, qu'ils puissent peut-être réfléchir à comment réorienter les enfants, à réorienter les jeunes vers des métiers qui vont pouvoir les sortir en réalité de la misère, de la galère, parce que entre 2021 et 2023 uniquement, il y a eu plus de 1800 artisans formés à travers 61 communes. Et vous voyez, si les parents ne sont pas informés, si y compris les enfants également, s'ils n'ont pas les informations pour pouvoir suivre la dynamique, suivre la marche qui est en marche, qui est déjà, vous acceptez, c'est une tautologie. La marche qui est déjà, voilà, en marche, pourquoi pas, en cours là, ou enclencher, voilà, tout à fait. Il faut que les parents puissent comprendre et orienter les enfants en conséquence, afin qu'ils en profitent, que les parents puissent en profiter, que les enfants puissent en profiter et que la nation puisse en sortir grandie, parce que si on a des professionnels, si on sort de la tradition qui veut qu'on ait des artisans à peine formés, à peine compétents, vous allez voir que tout le monde va venir s'inspirer du modèle béninois, comme ça a toujours été le cas. Hein. Oui. Voyez, beaucoup d'institutions viennent en ce moment pour discuter avec nos institutions, comment vous réussissez à faire pour vous ici, avec notre Sénat, y compris avec la conférence des forces vives de la nation. On a toujours été les pionniers et donc c'est une très bonne chose que nous puissions accompagner cette dynamique-là du gouvernement pour que nous puissions affirmer
mettre notre pays sur orbite et sur le chemin du véritable développement. Dont les gens veulent profiter, le Bénin en marche, avec cantine scolaire, l'organisation parfaite des élections, GDIZ, l'organisation parfaite du baccalauréat, tout cela, ça inspire. Et d'ailleurs, la révolution est aussi dans le permis de conduire, les examens de permis de conduire. On n'en parle pas. On n'en parle pas assez, mais il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a eu un redressement terrible là-bas. On n'a plus les permis de boycott ou les permis d'ailleurs. Il ne faut pas cibler. Oui, je cible. Parce que j'ai entendu des gens dire je vais passer mon permis à boycott. Le permis de boycott, là, on peut rester à Cotonou et l'avoir, mais tout ça là, c'est terminé. Et puis, quand les gens qui ont eu le permis de boycott, ces gens conduisent, on le sait. Moi, je le connais. Les gens qui ont eu le permis de conduire dans la circulation, moi, le permis de conduire de boycott, là, moi, je les reconnais dans la circulation. Bref, on revient au sujet. Oui. Non, il y a un point sur lequel j'opinais tout à l'heure, c'est le point sur les conditions. On a mis quelque part être un artisan en activité depuis au moins 3 ans dans l'un des métiers, c'était les 26 métiers. C'est ça, c'est sur ce point-là que je voulais revenir. Alors, qu'on ramène ça au moins, il y a des gens, par exemple, qui ont reçu leur certificat de qualification, les parents qui souhaitent que les enfants soient perfectionnés donc, en participant à ces formations-là. Donc, ne pas mettre là-bas à ce niveau-là ne permettra pas donc à tout le monde de participer comme on le souhaite. Donc, ne pas dire laisser pendant 3 ans, au moins pendant 3 ans. Non, il y a des gens qui sortent quand même de notre formation, d'accord? Et le parent dit, attention, il faut que tu ailles te perfectionner. Parce que quand on parle de l'artisan, il faut que ce qu'il sort de sa fabrique, que ce soit un truc acceptable et bien vendable. Et donc, la personne, le parent ou bien l'artisan lui-même peut décider d'aller sur cette formation-là. Donc moi, je souhaiterais que le ministère donc, des Affaires sociales redéfinisse ces conditions-là et ramène ça au moins à 1 mois ou bien à 1 an ou bien de voir si même il faut limiter donc, cette condition-là pour permettre à certaines personnes de participer, ceux-là qui n'ont pas eu cette chance-là d'exercer le métier pendant 3 ans au moins, de participer à cette formation serait aussi un truc génial. Voilà. Très bien, vos requêtes seront certainement entendues. On va changer de sujet à présent pour parler donc de l'installation du maire de Cotonou et suite donc à l'installation du maire de Cotonou, Soglo salue l'avènement de Luc Nyakadia. C'est bien l'ancien président de la République, le président du Renouveau démocratique, le premier d'ailleurs, Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est de lui que nous parlons. C'est Hercule, on parle de Hercule, oui, le bâtisseur, celui-là qui a été maire de la ville de Cotonou. Après, on voit donc sur l'image qu'affiche l'événement précis, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République, et donc le tout nouveau maire, Luc Nyakadia. Henri Yambaudet, Moïse Novillon, quels sont les défis qui attendent donc le nouveau maire, Luc Nyakadia, et comment appréciez-vous cette démarche de ce nouveau maire qui est allé vers le président Nicéphore Dieudonné Soglo? Oui, il faut saluer, bien sûr, c'est la grandeur d'esprit, c'est d'abord cela, c'est-à-dire la capacité pour certains qui sont déjà quand même de très grands noms, de très grandes personnalités, de toujours parvenir à être humble et à savoir qu'on ne finit jamais de comprendre, on ne finit jamais de connaître, on ne finit jamais d'apprendre, et que surtout des prédécesseurs et des figures comme vous l'avez si bien dit, Hercule, on le dit avec beaucoup de respect, parce que c'est un surnom, voilà, que en temps normal c'est les gens de la génération. Il aime bien. Et voilà, donc qu'ils le disent, voilà, le président. Le président Soglo, c'est quand même une figure qu'on ne présente plus. Il a été président de la République, il a été maire de la ville. Je ne sais pas si vous avez les souvenirs, c'est une parenthèse. J'aime bien la façon dont lui-même là,
il dit oui, c'est ouais. Oui, c'est ouais. Oui, c'est ouais. Ouais. Il prend tout son temps, il articule correctement. Je vous assure, personne ne le dit comme ça au Bénin. C'est lui seul quand tu l'entends. Ah oui, c'est sa marque déposée. Oui, c'est ouais, là. Tu sais que voilà, c'est lui. Alors donc, c'est quelqu'un qui a dirigé la ville également, qui en connaît les arcanes, les rouages, etc. S'il dit évidemment qu'il place, comme nous tous d'ailleurs, son espoir dans l'avènement de M. Luc Nyakadia, c'est qu'en réalité, il confirme ce que tout le monde pense. On a envie, en réalité, que le mandat de M. Luc Nyakadia puisse être un mandat réussi, parce qu'il y a tellement d'espoir. On sait que c'est un cadre compétent, on sait qu'il a été aux Nations Unies, on sait qu'il était au gouvernement, on sait qu'il est outillé pour gérer des projets durables, on sait qu'il est outillé également pour parler de villes durables. J'ai cru lire rapidement Ancien que... ministre bien sûr, de l'environnement, c'est l'environnement. Oui, environnement de l'habitat. Oui, de l'habitat, bien sûr. Et donc, vous voyez, il est outillé, il a tout en réalité pour réussir. Il a tout dans un contexte où Cotonou, quand même... Est-ce qu'on peut dire qu'il connaît la ville de Cotonou et ses problèmes? Bien sûr, il doit, pour avoir été non seulement ministre, vous voyez, à cette responsabilité-là, et également pour avoir été dans plusieurs creusets, quand même des sommités, pas seulement des sommités du continent, des sommités du monde, pour parler de villes durables. Parce que n'oubliez pas, c'est un expert en cette matière également. Et donc, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut faire. Et quand on sait qu'il va travailler en symbiose avec le gouvernement et qu'il y a déjà un artisan comme le ministre Didier Tonato qui fait déjà énormément dans ce sens également, qui est l'un des cadres également très compétents dans le domaine dans notre pays, on s'attend à ce que la marche qui est déjà enclenchée pour que Cotonou puisse briller de mille feux, puisse davantage, bien sûr, aller de l'avant. Les défis, je ne les ai pas ordonnés ou organisés, mais le premier défi, à mon avis, c'est déjà de réussir l'éclairage, surtout public, dans certaines zones stratégiques quand même de Cotonou. Vous voyez, il est toujours un tout petit peu difficile, par exemple, de quitter le carrefour, Godomé Carrefour, notamment l'échangeur pour aller au stade à certaines heures, parce que l'éclairage est défaillant à ces endroits-là. Il y a également des localités à Kokwa et environ. Donc, je ne veux pas mettre l'accent sur certains points pour oublier d'autres points, mais c'est pour dire que les attentes sont quand même énormes, même si beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. On s'attend à ce que la marque du technicien et la touche du technicien puisse s'exprimer pour qu'on puisse avoir une autre façon de gérer et surtout de voir les maires à l'œuvre à Cotonou. Très bien. Je me retourne vers vous, Henri Yambodé. Sachant que en 10 ans, le gouvernement du président Patrice Talon a métamorphosé, je vais le dire comme ça, certains quartiers de Cotonou, comme Setovie aujourd'hui, comme Ladi, comme ailleurs, Agla, voilà, Agla. Notre fameux Agla. Le fameux Agla. Qu'est-ce qui restera donc à faire aujourd'hui pour le nouveau maire de Cotonou? C'est de sauver ces acquis-là. De sauver ces acquis-là. Vous savez, le pouvoir en place, le pouvoir de Cotonou a toujours fait en sorte que Cotonou soit la vitrine du Bénin. Et tout ce qui a été fait, vous comprenez que là, une dynamique qui est en cours, et vous l'avez bien fait de rappeler que cette métamorphose-là a embrasé plusieurs quartiers qui étaient inaccessibles. D'accord? Et donc, Luc Nyakadia, qui est un environnement architecte de formation, va continuer à sauver ces acquis-là et travailler plus à garder. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ce qui est cher pour le président Patrice Talon, c'est comment faire pour que, dès que quelqu'un descend de l'avion, d'accord, l'impression qu'il a de notre pays, ça part déjà de Cotonou. Ça part déjà de Cotonou. C'est pour ça également que Calavi, il y a un regard terrible sur Calavi également aujourd'hui. D'accord? Parce que Cotonou, c'est la vitrine de notre pays, le Bénin. Donc, Luc Nyakadia, à part le défi que l'autre Mouya a cité, il y a le gros défi de sauver ces acquis-là, de travailler à faire continuer la dynamique. C'est vrai que quand vous prenez Cotonou est noyé dans le gouvernement. C'est vrai que le maire de Cotonou ne pourra rien faire de façon particulière. Cotonou est noyé dans le gouvernement. Oui, et surtout dans le Grand Nokoué. Le gouvernement n'abandonne pas Cotonou en réalité. Donc, vous vous rappelez de ce discours de Soglo, le fils Soglo,
Léali qui, au lancement d'un programme, Patrice Talon était assis et il prononçait le discours, il disait « Vous faites partie aussi de nos administrés ». Ah oui? J'ai dit, ou bien c'est toi qui fais partie de... Avant, il disait ça au président? Au président. Nous a dit que Cotonou, on peut même à un moment donné dire qu'on va ramener Cotonou dans l'escarcelle carrément de l'administration. D'accord, ne pas le prendre comme un département et tout le reste. Mais c'est la vitrine donc du pays. Et le président Patrice Talon et tout, même les gouvernements qui vont venir après vont travailler à ce que Cotonou soit et reste la vitrine. Donc, et le défi de l'inondation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que ce défi a été véritablement relevé, ou du moins relevé dans une certaine mesure? Relevé dans une certaine mesure. Vous vous rappelez des 3C, Cotonou en lutte contre les inondations. Oui. Autant de Soglo. Oui. D'accord. Cotonou en campagne. Cotonou en campagne. Contre c'est ça. Les inondations. Oui. Et pourtant, oui, il y avait à une pluie, toutes les maisons sont inondées. Aujourd'hui, si on prend, en ce temps-là, si on prend 10 maisons, aujourd'hui, s'il y a plus, c'est au moins 2 maisons qui sont inondées. C'est que le défi est toujours là. Mais en son temps, on n'a pas pu sauver donc, le Cotonou de ces inondations sauvages. Et donc, Luc Tiankata va travailler également à implémenter les programmes et les projets du gouvernement inscrits pour Cotonou. Donc, il a un gros défi, sauver les acquis là, et continuer la métamorphose, et également être le prolongement du gouvernement dans Cotonou. C'est carrément, il est comme l'autre ministre du gouvernement. L'autre ministre du gouvernement. Parce que beaucoup de projets pour Cotonou, eh bien, c'est lui qui restera pour... Et il n'y a pas que Cotonou. Vous voyez, on revient toujours au même débat. Même quand on fut le débat sous l'angle politique, le débat nous rattrape. On revient toujours au même débat. Ce n'est pas que Cotonou, il y a également Porto-Novo dans cette veine-là. Ouais. Vous savez, le fait que les acteurs politiques aient passé plus de temps à faire la politique qu'à véritablement développer le pays. Dire la guerre. À se faire la guerre en politique. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Ouais, ça nous a retardé. Vous avez vu que ces dernières années, quand les acteurs politiques, malgré eux, quand même il y a eu un acteur dominant qui a quand même réussi à les maîtriser et à les contenir. Vous avez vu comment on a transformé le visage de Cotonou, comment on a transformé le visage de Porto-Novo, comment on a transformé le visage de Ouidah. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ces aspects-là. Quand la transformation de la ville, de la commune d'Abomey-Calavi. Comment on est en train de transformer Abomey-Calavi également. C'est pour ça que celui qu'on a mis là aussi aujourd'hui, c'est développeur. Non, pour l'instant, je ne peux pas dire, mais il reste un prolongement du gouvernement en place. Voyez, en fait, et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, quand il prend la parole souvent, il rappelle qu'en réalité, si ce n'est pas la question de développement, là, il n'y a rien qui puisse opposer quelqu'un en politique au Bénin. Parce que parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de se concentrer sur les intérêts des individus. Et vous comprenez, parce que en fait, ces postures que les acteurs politiques ont passé le temps à adopter, ces postures-là, bien sûr, n'ont pas aidé à implémenter des politiques de développement. Cotonou était géré comme si Cotonou devrait s'opposer au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des projets, même pour implémenter les projets, c'est comme s'il fallait aller demander les faveurs à la mairie. Et c'était comme si la mairie était vous vous rappelez de cette guerre inutile entre Maché Datokpa qui doit être dirigé par pour le gouvernement ou pour la mairie. C'est comme si c'est notre république carrément. Comme si le maire dit non, ça m'appartient. Voilà, les gens ont pris. C'est-à-dire que les gens ont morcelé dans leur esprit, ils ont morcelé des territoires à l'intérieur du pays et ils ont considéré que c'est leur propriété. Et c'est ça qu'on a appelé grand électeur. C'est-à-dire que vous allez dans certaines régions, on dit non, c'est la chasse gardée de tel acteur, de telle personne. Donc si vous voulez trouver de ministre là, il faut que ce soit lui qui se prononce. Si vous voulez faire député, il faut que ce soit... Si vous voulez venir maître d'infrastructures, parce qu'il y a
On ne dit pas tout. Il faut venir avec lui. Oui, Si on ne le voit pas, on ne vous accepte pas. Même un simple poteau, il faut demander permission. Il faut demander permission. Aujourd'hui, c'est encore comme ça? Non, attention, il faut essayer. Vous savez, on ne dit pas tout. C'est la même population qui se lève contre vous. Est-ce que vous savez que on ne dit pas tout à la télé, nous sommes à la télé, on est obligé de ne pas être mesuré. Ne dites pas tout. Il y a des régions dans lesquelles il y a des ouvrages publics où pour les implémenter, des fils même du terroir viennent perturber le travail que les techniciens sont en train de faire. Pourquoi? Parce que les politiciens de la région sont restés derrière et ils ne sont pas d'accord. Et si on le fait, non, il faut aller à terre, mon frère. Oui. Si on le fait, ça va profiter à telle personne. Voilà. Parce que c'est telle personne qui est là. Ça va profiter à son image. Et quand on organise par exemple un tournoi de match, on voit derrière directement un tournoi de football, j'allais dire, on voit directement derrière cela quelqu'un qui veut un poste politique. Un poste politique, oui, c'est ça. Il faut reformater tout ce que nous avons comme mindset, comme mental au Bénin pour permettre à ce que ce pays-là. Ma dernière préoccupation, quand vous évoquez les sujets pêle-mêle, je me suis dit quand même pour pouvoir également rapidement développer d'autres villes et créer l'attraction également, telle que les gens courent pour visiter l'Amazone à Cotonou et d'autres lieux, il va falloir aussi, pourquoi pas, ériger dans les villes d'Abomey-Calavi, de Porto-Novo, de Parakou, d'autres monuments qui vont également servir d'attraction dans le tourisme. Est-ce que vous êtes d'avis? C'est bien un processus. On ne peut pas tout faire en même temps et en fait... Calavi Calavi a fait quoi? Non, attendez s'il vous plaît. On ne peut pas tout faire en même temps. Vous avez dû voir, vous avez dû constater, quand on a fait réaliser des ouvrages de cette nature-là, dans Cotonou, ça a commencé par l'Amazone. Est-ce qu'il y a encore de place à Calavi pour mettre, par exemple, un monument? Voilà, ça c'est encore un autre dossier. C'est une autre affaire de vendu. Voilà, gangstérisme qui ne dit pas son nom. Territorial. Mais s'il vous plaît, avant d'en arriver là, on a dû faire l'Amazone, on a dû faire la Bioguera, on a dû... Vous voyez, on est allé à Ouida, il y a également des places, la place Tchatcha par exemple à Ouida, vous avez vu, ça a été rénové complètement, c'est tellement agréable à voir aujourd'hui. À Porto-Novo, aujourd'hui, le musée Vaudou à l'entrée de la ville. Et la place Tofa également est déjà reprise. Donc, il faut s'attendre à ce que... Je parle d'Abomey-Calavi. Il faut s'attendre à ce que Abomey-Calavi, il faut s'attendre à ce que Abomey, il faut s'attendre à ce que Lokosa, il faut s'attendre à ce que Parakou, progressivement puisse évidemment rentrer. Est-ce qu'il y a encore des têtes disponibles, monsieur Henri Niambodé? Non, ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, habité à Abomey-Calavi. Oui, mais à Abomey-Calavi, il y a des gens qui sont dans leur maison et qui voient aujourd'hui qu'on a implémenté devant leur portail domaine réservé à l'administration, domaine public. Et donc, normalement, ils doivent être en train de progressivement trouver leur nouveau point de chute. On déplace un bâtiment. Non, mais ce sera pour aller où? Le bâtiment va être purement simplement ça justifie. Pourquoi on n'a pas mis la plaque avant qu'il n'achète le domaine? Non. Est-ce que la plaque existait sur le domaine? Non, justement, c'est la mafia foncière. On a changé les pratiques aujourd'hui. Ou depuis votre téléphone, vous pouvez voir si la parcelle qu'on veut vous vendre là, elle n'est pas déjà achetée par quelqu'un. Mais avant, ce n'est pas comme ça. Oui, bien sûr. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Regardez le domaine réservé à l'aéroport de Glodjibé. Vous regardez comment les gens ont morcelé, vendu, avant que l'État ne vienne récupérer. Et c'est des Béninois et c'est des autorités parfois qui sont derrière et qui font ça. C'est regrettable. On a déjà fait le débat ici une fois. Dans Abomey-Calavi, c'est difficile. Vous imaginez, vous prenez... nous dit s'il y a encore des têtes disponibles à Abomey-Calavi sur lesquels on peut ériger des monuments. Même s'il faut démolir des R+5 pour ça, cela va arriver. Ne soyez pas surpris. Si c'était vous, votre R+5. Ce n'est pas question de si c'était vous. Il faut dire, c'est la République. Ce n'est pas d'une personne qu'il s'agit. Et les personnes iront où au village? Oui, mais les personnes qui ont acheté des domaines, malheureusement, qui sont des domaines publics, vous plaidez pour les gens en même temps. Vous imaginez que... Moi, un jour, j'avais sorti une expression ici que vous avez jugée d'expression forte. J'ai dit ceux qui ont géré Abomey-Calavi. Et que certains, je ne dis pas tout le monde d'emblée, mais certains d'entre ceux qui ont géré Abomey-Calavi, surtout dans le processus de la décentralisation, il y en aura à un moment donné, même s'ils sont décédés, il faut aller enchaîner leur tombeau comme on fait ailleurs dans certains procès. Parce que c'est suicidaire ce qu'ils ont fait. Je dis, il y a des régions, il y a des rues dans Abomey-Calavi, tu empruntes, tu penses que c'est pour aller quelque part, en réalité c'est pour aller retrouver un mur. À un moment donné, on a vendu la rue pour quelqu'un d'autre. Ça fait premier aspect. Deuxième aspect, il y a des rues, vous allez marcher sur
environ 1,5 km et il n'y a pas de détour. C'est carrément des bâtiments qui sont comme cela. À quel moment il y a de canalisation pour l'eau? lotissement. Je ne sais pas. À quel moment il y a de canalisation pour l'eau? À quel moment on va implémenter des poteaux pour l'électrification? C'est-à-dire que vous allez dans des cœurs. Hein, Attendez, avec les vous vous promenez dans Calavi, non? Vous circulez dans Calavi. Comment je vais me promener dans Calavi? Moi, je circule dans Calavi. Dans le périmètre de l'université, là, déjà, vous allez constater ce qu'on m'amener me promener dans Calavi. Il y a là, tout à l'heure, un ouvrage public qui va être réalisé dans Sogbadje. Je pense que c'est une voie qui va être réalisée. Il y a quelqu'un qui a titre foncier. Lui, il est parvenu même à avoir titre foncier. Et sa construction est au milieu de la route. C'est-à-dire qu'on a déjà dégagé tout le monde. Et c'est une voie très large qui quitte le petit portail de Sogbadje là. Et qui va tout droit vers pour allier la voie. On va dégager ça rapidement. Ouais, il a avec titre foncier. Et lui, il est carrément... Je ne suis pas en train de faire une fixation sur lui. Il a pu obtenir de papiers administratifs pour sa maison, pour chez lui. Mais il est au beau milieu de la voie. Et quand vous circulez, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez bloqué parce que lui, il est au milieu de la route. Comment vous faites? Et ceux qui ont fait ça, c'est des Béninois. Vous imaginez, en fait, c'est terrible ce qu'on a quand même pu faire dans ce pays, quoi. C'est suicidaire. Ajouter quelque chose avant qu'on ne... Oui, la question de... Est-ce qu'il y a encore d'espace disponible dans Bomé-Calavi pour pourquoi ça vous préoccupe? Oui, parce que c'est lui qui habite, c'est lui qui connaît les rues, les espaces disponibles. À la séance de réduction de comptes, une fois, vous avez entendu, il connaît, non? Le maire, Angelo Valais-Samandine, l'ancien maire, dans son discours, souhaitait que, parce qu'au nombre il y avait des stades qui ont été construits, 22 stades en son temps, oui. Et demandait... Il y a eu des stades? Non, souhaitait que les infrastructures communautaires soient aussi envoyées donc, dans Bomé-Calavi. Et à partir du salon de répondre, est-ce que vous avez de thé encore à Bomé-Calavi? Henri, moi aussi je vous demande, est-ce que vous avez encore de thé à Bomé-Calavi? Non, oui, ça fait rimer, ça fait type dans le sens, parce que vous voyez, l'affaire de 39 hectares, si on remonte un peu dans cette affaire de 39 hectares, si on laissait faire, c'est qu'on rase même la CEB, on rase jusqu'au CE4, CE2. Mais les réserves administratives dont vous parlez, comment ces réserves ont été vendues? C'est par rapport, c'est pas le biais de ces autorités-là qui sont dans les services domaniaux. C'est pas les autorités qui ont dit, il y a une réserve administrative ici, on peut vendre ça. Et il y a même, je vous dis, allez sur, je peux vous indiquer quelque part, il y a même une autorité de ce pays qui s'est installée sur une réserve administrative, dans la ZOPA là. Et donc c'est des choses que, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez? Et donc c'est le pouvoir public qui peut agir. Bon. Quand le pouvoir public va agir, vous avez tout dit. Quand le président président a dit, allez me recenser toutes les réserves administratives, c'est recensé jusqu'à aujourd'hui. Et comment, la suite c'est quoi? Et donc le nouveau maire d'Abomey-Calavi, Koti, a du travail à faire par rapport à... Il faut que le président de la République nous règle ces problèmes-là. Ah oui, l'autre fois, il a tout réglé, mais ça reste... Ah, il faut qu'il nous règle ces problèmes-là. Il n'a pas réglé. Il faut qu'il nous règle ces problèmes-là. On nous a déjà prévenu. Il faut qu'il prenne le mois de mars pour nous régler ces problèmes-là. Il ne faut pas être surpris. Le FAD clairement dit que le fils de Alarassa n'est pas un oiseau qu'on peut choper facilement. Et donc, il faut s'attendre à ce que le prochain président également ne soit pas complaisant avec ce genre de choses et qu'il puisse nous aider à régler définitivement ce problème. Les réserves administratives sont disponibles. On pourrait construire des infrastructures communautaires sur ces infrastructures. Allez demander comment ils ont pu construire le gros marché là. Marché de gros. Marché de gros. C'est parce que Tarot tenait donc à ce projet-là. On a pu dégager des gens qui ont acheté, Et l'État est obligé de dédommager tout le temps sur des domaines publics. Les gens qui, quand ils ont appris qu'il y a tel projet qui vient là, ils sont allés payer le domaine en même temps parce qu'on veut les dédommager. C'est ce qui s'est passé à Glo. L'histoire de Glo, c'est que quand le président a dit, quand il est venu... Il a dit, je vais réaliser l'aéroport. Il connaît une autorité de cette commune d'Abomey-Calavi qui allait payer des milliers de carrés. Mais il a eu pour son compte. Parce à combien on les a dédommagés? Non, mais ils ont compris. Ceux qui dédommagent aussi ont compris. À combien on les a dédommagés. C'est terrible quand même. Bon. C'est terrible. En tout cas, on va espérer que ces problèmes qui nous retardent et qui freinent les élans des personnalités politiques qui ont la volonté de faire avancer ce pays puissent être réglés d'ici à là, afin que nous puissions avoir de belles villes, de belles communes, telles que projetées, et on l'a vu dans ce projet, voilà, Bénin, Alafia, Bénin, voilà, Alafia.
Voilà, 2060. 2060, Voilà, je crois que c'est... On souhaite vivement que ces choses se réalisent et que nos enfants puissent en bénéficier si nous, on n'est plus là pour en jouir véritablement. Que Dieu accorde une longue vie à tout un chacun de nous. Merci à vous.